Écoutez, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à cette session. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je vous remercie de votre présence. Bon, et cette séance, elle fait partie du dialogue que nous avons lancé. Je voudrais remercier les organisateurs et l'UNESCO qui nous donnent l'occasion de nous réunir. Je remercie également tous ceux qui assistent en personne et de façon virtuelle. Alors, avant de commencer la séance, j'aimerais vous donner quelques instructions techniques. Coupez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Il y a de l'interprétation en anglais et en français, donc choisissez votre canal en utilisant l'icône du globe en bas de l'écran. Utilisez le chat pour demander la parole ou pour des commentaires. Levez la main si vous êtes dans la salle ou levez la main de Zoom si vous voulez prendre la parole. Ne parlez pas trop vite pour que les interprètes puissent traduire correctement vos interventions. Je vais commencer par me présenter. Je suis Kritika Derato. Je suis la chef du partenariat mondial et je serai la modératrice et j'interviendrai également au cours de cette séance. Alors, j'aimerais vous présenter Marianne, qui est la directrice de notre fondation pour le Zimbabwe. Maria Tokwani, spécialiste de l'éducation au Zimbabwe. Et puis j'espère que Jacob va pouvoir nous rejoindre dans la mesure où il représente le ministère de l'enseignement primaire et secondaire du Zimbabwe. Alors, on va parler de l'importance des partenariats publics-privés pour l'élaboration de politiques de l'environnement. On va voir ce que fait la Fondation Profuturo en relation avec le ministère de l'Éducation du Zimbabwe. On va entendre différentes perspectives. On va vous faire part de bonnes pratiques. Cela vous montrera comment des partenariats publics-privés peuvent déboucher sur des politiques nationales de l'éducation numérique. Alors, très brièvement, je vais vous expliquer ce que fait Profuturo. Profuturo, c'est un programme de formation numérique lancé par Telefónica et une autre institution espagnole en 2016. Notre mission, c'est de réduire la fracture de l'éducation, de dispenser une éducation de qualité dans des environnements vulnérables. Nous croyons dans le rôle des enseignants qui sont essentiels dans le processus d'enseignement et nous essayons de voir comment la technologie peut les aider à enseigner. Nous pensons que cela permet aux garçons et aux filles de grandir et de relever les défis du XXIe siècle. Mais la technologie à elle seule ne suffit pas. Il faut quand même autre chose. Il faut donc soutenir les enseignants et leur permettre d'acquérir ou de développer des compétences numériques, d'où l'importance de la coopération avec les ministères de l'Éducation qui ont à leur disposition l'infrastructure. À l'heure actuelle, nous sommes présents dans 40 pays, dans différentes régions, dans différents contextes. Nous collaborons avec toutes sortes de partenaires et d'organisations, ministère de l'Éducation, universités, ONG, Union africaine. Et aujourd'hui, nous sommes présents avec l'un de nos partenaires les plus importants, une fondation avec laquelle nous travaillons dans plusieurs pays africains. Alors, Jacob, j'espère que vous nous avez rejoints. Vous représentez le ministère de l'Éducation du Zimbabwe. Je voudrais lancer le débat et donc présenter ma collègue Marianne Alvarez. Marianne,
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que fait Profuturo au Zimbabwe? Merci Laetitia. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. On peut peut-être commencer en vous expliquant comment les choses ont commencé. Nous avons commencé au Zimbabwe en août 2018. Et nous avons commencé par une petite étude pilote sur 20 écoles à l'ouest du Zimbabwe. Et nous avons choisi la région de Lupane, d'abord parce que nous avions reçu une proposition, mais aussi parce que cela correspondait tout à fait à ce que recherchait Profutura, à notre profil. On avait des écoles dans des zones dans des régions très éloignées. J'y suis allée, je peux vous dire que ces écoles sont au fond de la brousse. Il y avait des problèmes d'infrastructure et des problèmes éducatifs. Alors, on a lancé le projet et nous avons été motivés par les bons résultats du projet pilote. C'est la raison pour laquelle nous avons renforcé ce projet. Nous l'avons élargi à 100 autres écoles dans la région. Après, nous sommes allés au Rwanda, qui est au sud de Lupane. Et en 2020, nous avons encore ajouté 100 écoles. Donc maintenant, nous couvrons 222 écoles dans la région de Lupane et du Rwanda aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. Jacob est là, je suis très heureuse de le savoir. Alors, donc, ces écoles sont réparties, comme je le disais, entre Lupane et Rwanda. Dans toutes ces écoles, nous avons ouvert une branche qui travaille sur 5 éléments. Le matériel, qui est évidemment essentiel pour des pays comme le Zimbabwe, où l'on manque de matériel. Les tablettes, par exemple, pour les enfants, et du matériel technologique pour les enseignants. Alors, je vais vous donner des chiffres. Nous avons distribué 12 000 tablettes et 300 serveurs dans le pays jusqu'à présent. Ensuite, il y a l'aspect formation des enseignants qui est tout à fait essentiel pour le programme. Nous donnons une formation technique, des choses toutes simples, comment utiliser une souris, mais aussi comment créer une classe sur notre plateforme. Et nous donnons aussi une formation pédagogique, c'est-à-dire comment aborder le développement des compétences en classe au XXIe siècle. Troisièmement, il y a le soutien, qui est très important. Au Zimbabwe, nous avons une équipe de coachs qui se rendent régulièrement dans les écoles pour s'assurer que les enseignants, qui voient quelles sont les difficultés qu'ont les enseignants avec le programme. Ensuite, il y a le système d'apprentissage sur notre plateforme, qui a des contenus novateurs pour les élèves du primaire et du collège. Une des particularités de notre plateforme et raison pour laquelle le ministère du Zimbabwe l'apprécie, c'est qu'elle est extrêmement souple et qu'elle permet aux enseignants, aux éducateurs, aux gens du ministère de télécharger leur contenu. Donc, si vous voulez, c'est très adaptatif. Cela permet de s'adapter aux besoins curriculaires du pays. Et puis, il y a encore un élément qui est le système de suivi et d'évaluation que nous avons. C'est-à-dire que nous pouvons suivre les progrès et cela fait 5 éléments clés que nous avons déjà mis en œuvre dans ces 222 écoles
du Zimbabwe. Alors, la mise en œuvre, ce n'a pas été facile, hein, ce n'est jamais facile pour un programme comme celui-ci. Et nous avons eu des difficultés. Au Zimbabwe, au début, nous avons des problèmes liés à l'électricité, des problèmes liés à la technophobie dont souffraient tant les apprenants que les enseignants, mais c'est quelque chose qui se passe typiquement. Et puis, un certain manque de motivation des enseignants. Donc, les difficultés, elles sont nombreuses, elles ne se limitent pas à 3, il y en a beaucoup, mais nous essayons de les résoudre au fur et à mesure. Et en 4 ans, nous avons obtenu des bons résultats. 7000 étudiants travaillent sur notre plateforme. Et nous avons formé plus de 200 professeurs de liaison. Donc, grâce à cette formation, nous avons pu former plus de 2000 professeurs au Zimbabwe. Le lien avec la communauté était très important aussi. Et on a pu trouver des ressources pour installer des panneaux solaires aux écoles. Et la raison pour laquelle nous sommes aussi, bien sûr, c'est parce que nous avons également travaillé avec le ministère de l'Éducation du Zimbabwe pour pouvoir vraiment mettre en œuvre ce projet à travers le pays. Donc voilà les obstacles et voilà les réussites. Et nous espérons voir plus de réussites à l'avenir, mais il y aura aussi sans doute d'autres obstacles. Mais je dirais que l'opération, globalement, a été une réussite et fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que nous avons la chance d'avoir beaucoup d'appui du gouvernement de Zimbabwe, du ministère, mais également de la part de la communauté. Et c'est une chose remarquable au Zimbabwe, parce que ce pays sait très bien construire une communauté. C'est quelque chose de génial parce que j'ai voyagé dans ce pays et j'ai constaté que le peuple de Zimbabwe est vraiment dévoué à l'avenir et à l'éducation de ses enfants. Ce sont des familles qui habitent dans des conditions rurales et pourtant, ils ont réussi à trouver des ressources, à lever des fonds pour installer des panneaux solaires dans toutes les écoles. C'est vraiment quelque chose de remarquable. C'est rare qu'on voit ça. Donc, nous avons eu beaucoup de chance. En plus de l'appui de la part du ministère de l'Éducation, qui a été impliqué dans ce projet dès le début, qui a assisté à nos formations et qui a évalué l'implémentation au niveau des écoles. Par exemple, le ministère a vérifié que les professeurs savent utiliser les plateformes et ils ont également participé à concevoir ce projet avec nos partenaires. Donc, ils ont vraiment lancé ce projet en 2018. Donc, ce que je veux dire, c'est que dès le début, tous les partenaires ont travaillé ensemble. Donc, ces parties prenantes principales ont beaucoup aidé, mais la réussite de ce projet est également grâce à sa pertinence. Ce projet a été lancé à un moment où on mettait vraiment l'accent au Zimbabwe sur l'importance des compétences numériques et aussi sur l'importance d'intégrer les outils numériques dans l'enseignement. Donc, ce sont les deux raisons, je pense, qui peuvent expliquer la réussite de notre projet. Donc, pour résumer, à la fois l'aide de nos partenaires et des parties prenantes, et puis la pertinence du projet qui a été lancé au bon moment. Et ensuite, je dirais que ce projet est vraiment quelque chose de très positif. Donc, c'est aussi quelque chose qui a contribué à son succès. Donc, maintenant, nous sommes en 2021
nous avons la pandémie et c'est en 2021 que nous avons eu une proposition du ministère d'élargir ce projet à 5 000 écoles supplémentaires. Donc, c'est une très belle opportunité et nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec le ministère. Nous le faisons déjà. Ce type de collaboration est vraiment vital. D'une part, parce que ça montre la légitimité de notre travail et de ce type de projet. Mais en plus, ce projet nous a permis d'élargir notre travail et également d'engager avec d'autres parties prenantes dans le domaine de la durabilité. Donc voilà, très brièvement, comment nous avons étendu notre projet. Donc nous avons commencé avec un projet pilote. Ensuite, le projet est devenu un projet national à travers le pays. Et maintenant, il devient de plus en plus important dans le pays et nous sommes en train de travailler avec d'autres écoles. Donc, je suis sûre que mes collègues auront d'autres remarques à faire. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Les informations que vous avez partagées sont très pertinentes. Et je pense que nous pourrons en dire davantage vers la fin de notre session. Mais j'aimerais d'abord dire bonjour à Jacob. Je lui souhaite le bienvenu. Et j'aimerais également permettre à Maria de parler de World Vision et World Vision au Zimbabwe. J'aimerais qu'elle nous parle du travail qu'elle fait avec le ministère de l'Éducation et en collaboration avec Jacob. J'aimerais savoir quels ont été les obstacles, comment ce travail a été mené dans le contexte de la pandémie. Ensuite, j'aimerais avoir l'avis de Maria sur ce travail et sur comment on peut mettre en œuvre ce type de projet. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Nous sommes tous dans des pays différents aujourd'hui. Donc, bonjour à vous tous. Et j'aimerais parler de comment nous avons travaillé avec ProFuturo et World Vision. Donc, World Vision Zimbabwe, pour commencer, nous avons travaillé dans toutes les régions du pays. Le pays a 10 provinces et nous sommes présents en 9 de ces provinces, à part dans la capitale. La raison pour laquelle on n'est pas présent dans la capitale, Harare, c'est parce que nous mettons l'accent sur les parties les plus vulnérables du pays. En quelque sorte, nous travaillons en périphérie. Donc, ProFuturo et le projet de ProFuturo a été vraiment mis en place dans ces écoles les plus vulnérables. Donc, on a commencé avec 20 écoles. Et au début, nous avons commencé donc par ce projet pilote avec 20 écoles. C'était une occasion pour World Vision. Nous venions de reconcevoir notre programme d'éducation. Et nous avons pensé à peut-être travailler avec le ministère de l'Éducation et de mettre l'accent davantage sur les compétences et les compétences numériques parce que le ministère était en train de lancer ce type de projet. Donc, nous avons pris l'initiative de proposer cela. Et donc, j'ai contacté le ministère et je me suis dit, ce serait bien que ce ministère qui couvre à la fois l'enseignement primaire et scolaire, je voulais qu'on travaille sur un projet national. Alors, ce projet ProFuturo présente des avantages parce qu'il y a une plateforme offline et puisque au Zimbabwe, il y a parfois un manque d'électricité, un manque de ressources ou de connectivité, il fallait qu'on puisse avoir accès facilement aux informations. Donc, il fallait trouver une façon de rendre cela possible. Ensuite, concernant le programme scolaire,
il était clair qu'on avait besoin de nouveaux matériaux, de nouveaux livres. Et donc, ProFuturo permet à créer des contenus et puis ensuite de les télécharger sur la plateforme. Donc, c'était une occasion pour le ministère de l'Éducation de créer son propre contenu qui était pertinent au nouveau programme scolaire. Et ils ont pu poster ce contenu directement sur la plateforme. Donc, le ministère était ravi de notre proposition. Je me suis rendue au ministère. Et en fait, le ministère a même invité d'autres ministères, par exemple le ministère de l'Information et de l'Informatique, des fournisseurs d'Internet. Toutes ces parties prenantes ont été invitées à la même réunion. Donc, on avait une équipe de 7 personnes, finalement, qui venaient de départements différents. Il y avait même un directeur qui avait un rôle très important dans ce domaine. Donc, toutes ces personnes ont contribué au projet. Donc, c'était également une opportunité pour ces personnes de voir comment ils pourraient intégrer ProFuturo dans la politique nationale pour l'informatique qui venait d'être changée et mise à jour en 2015. Donc, on est vraiment arrivé au bon moment. La question, c'était d'intégrer ce travail dans le travail existant. Cet engagement du ministère était très important parce qu'ensuite, le ministère de l'Éducation s'est impliqué dans tout le travail de ProFuturo et on a fini par publier un rapport écrit par les 7 membres de l'équipe. Et ce rapport a été étudié par le ministre qui ensuite a contribué au lancement du projet. Nous avons ensuite soumis des rapports à ProFuturo tous les mois. Donc, on partageait ses connaissances et le ministre de l'époque a également été invité à présenter à une réunion à Madrid le travail qu'il a fait et on lui a demandé de partager ses opinions sur ce travail. Donc, on voit là une collaboration étroite entre les 3 partenaires ProFuturo, World Vision et le ministère. Donc, il y avait au début 20 écoles qui ont été impliquées et ensuite, maintenant, nous avons 25 000 écoles impliquées dans le projet. Et c'était quelque chose de très positif parce qu'ensuite, World Vision est devenu un partenaire de choix pour ProFuturo. Et donc, World Vision Zimbabwe également maintenant est devenu un partenaire prioritaire pour le ministère de l'Éducation. Et en fait, nous avons maintenant plus de 222 000 écoles dans le réseau. Donc, en 2019, quand nous avons lancé le projet l'année précédente, et ce projet, en 2019, est devenu un projet majeur dans le pays qui a été présenté au gouvernement. Et pour moi, c'était une très belle chose. On m'a demandé, s'il vous plaît, parlez-nous davantage de ProFuturo. Mes collègues voulaient savoir comment fonctionnait ce projet. À l'époque, j'avais écrit un document sur ProFuturo, sur son potentiel, sur le travail déjà fait. Et ce projet a été présenté officiellement et notre travail est devenu un projet prioritaire. À ce stade, nous avons eu une visite surprise de ProFuturo, d'un des dirigeants de ProFuturo, parce qu'on avait entendu
qu'on avait beaucoup d'appui de la part du ministère. Et cette collaboration Profuturo World Vision Zimbabwe était très positive. Donc, c'est Sophia qui est venue et nous avons pu avoir des liens avec d'autres partenaires. Et finalement, il y a eu des partenariats très positifs. Il y en a d'autres qui sont en train d'être mis en place. Il y a un fournisseur d'Internet, Econet à Zimbabwe, qui soutient également notre projet. Donc, nous avons entamé un dialogue. Et nous avons pu discuter de comment collaborer au mieux pour que les écoles aient accès aux compétences numériques et aux outils numériques. Donc, il y avait une plateforme en ligne qui avait du mal à comprendre comment passer en mode offline, Higher Life. Et donc, nous avons discuté de comment on pouvait collaborer. C'était un autre avantage pour nous parce que nous avons ainsi trouvé un partenaire qui pourrait être positif à l'avenir pour World Vision. Et cet acteur sait, puisqu'il s'intéresse à l'informatique, que World Vision peut être un partenaire prioritaire, le cas échéant. Donc, les enfants peuvent avoir accès à ces plateformes pour avoir des informations, y compris avoir accès à des contenus qui ont été approuvés par le ministère. Donc, nous avons également collaboré avec l'UNESCO. Et c'est très important pour notre identité et pour la visibilité de notre projet. Ça aide à sensibiliser le public sur notre travail. Pendant la pandémie, nous avons également pu présenter le travail que nous avons fait pour mettre en place des projets alternatifs pour l'enseignement. Et pendant cette époque, c'était quelque chose de très positif parce qu'il fallait avoir ce type de plateforme pour pouvoir permettre aux enfants, même chez eux, de continuer à apprendre. Donc, on m'a invité également à présenter ce projet à la région africaine. Là, il y a notre partenariat que nous poursuivons. Et c'est très bien parce qu'à chaque fois, avec chaque partenariat, il y a d'autres ressources qui peuvent contribuer à notre projet. Pendant la pandémie, il y a eu un autre moment très important. Profuturo a approuvé World Vision Zimbabwe pour la formation des professeurs. Et notre plateforme a été présentée au ministère et le ministère nous a dit « Oui, Maria, cette plateforme est vraiment excellente. » Jacob est le coordinateur de Profuturo à Zimbabwe, donc il était impliqué aussi. Le ministère a regardé notre plateforme et a trouvé que c'était une très belle plateforme, mais quand même, on hésitait parce qu'ils nous ont dit « Le problème, c'est que nos professeurs sont chez eux. Nous ne pouvons pas les surveiller. Ils n'ont pas forcément une connexion à Internet. Donc, ça se peut qu'ils ne pourront pas avoir accès à cette plateforme. Donc, ce que nous voulons, c'est une plateforme offline. Et c'est pour cette raison que la plateforme offline est excellente parce qu'elle donne accès facilement aux ressources et aux contenus. Donc, nous avons écrit en collaboration avec le ministère une proposition. Ils voulaient installer cette plateforme en 1300 écoles. Au Zimbabwe, nous avons plus de 9000 écoles.
Donc, quand il y a une école qui est connectée ou qui a accès à la plateforme, cette école peut appuyer d'autres écoles autour. Donc, avec les 1300 écoles qui ont accès à cette plateforme, nous nous sommes dit c'est parfait parce qu'ainsi, nous pouvons donner accès à toutes les autres écoles qui peuvent ensuite apprendre de cette école qui utilise la plateforme. Donc, cette école donne l'exemple en quelque sorte. Donc, nous avons commencé ce travail en 2020 et nous continuons ce travail pour aider plus d'écoles. Actuellement, je pense qu'il y a déjà 1040 écoles qui ont la plateforme, mais d'autres s'y intéressent. Et ils veulent que la plateforme ProFuturo soit installée dans les ordinateurs portables qu'ils ont acquis. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'avantages dans notre travail avec ProFuturo et avec le ministère. Et nous sommes en train de fournir des ressources très importantes. C'est incroyable de penser que maintenant, un apprenant peut simplement appuyer sur un bouton et tout d'un coup, ils ont tout ce qu'il faut, toutes les connaissances, que ce soit en maths, en sciences, en informatique. S'ils veulent avoir accès à des compétences douces, comme on dit, et ils peuvent avoir accès également à ces compétences. Donc, c'est une ressource très importante pour le pays. Nous parlons des compétences du 21e siècle. ProFuturo n'est pas qu'une ressource, mais également une technique pour l'enseignement. C'est un outil d'enseignement également. Donc, en travaillant avec ProFuturo, nous essayons de comprendre comment nous pouvons utiliser les TIC dans la salle de classe. Il est important de former les professeurs pour utiliser la plateforme, mais ensuite, il faut se poser la question comment les professeurs vont utiliser cet outil dans la salle de classe. C'était une façon de combler le fossé numérique et le fossé éducatif. Parce qu'il y a des enfants qui ont accès à des outils numériques ou à des téléphones portables, par exemple, mais il y a également des régions très éloignées où on n'a pas accès à ces outils. Donc, si ProFuturo est déployé dans ces régions éloignées, ça permet à beaucoup plus d'enfants d'avoir accès aux ressources. Et nous pensons qu'il y a des ressources dans les communautés. Ils savent qu'ils ont leurs solutions. On n'offre pas de solution aux communautés. Mais si on commence à réfléchir avec elles, alors on peut travailler ensemble à élaborer des solutions. C'est ce que disait Marianne. Et nous avons cette fondation qui a fait autre chose pour nous. Ils ont pris toutes les écoles où devait aller ProFuturo, puis ils ont fait une évaluation du réseau. C'est-à-dire qu'ils ont vérifié le réseau des écoles. Et cela facilitait les choses parce qu'il y avait déjà un partenariat. Les communautés, elles sont au courant de cela. Donc, ProFuturo avec World Vision au Zimbabwe et en Espagne vous amène ce matériel. Et c'est ce que l'on dit aux communautés. Donc, on leur demande, est-ce qu'elles peuvent, par exemple, mettre en place des salles où le matériel sera en sécurité, en sûreté, des endroits qu'on peut fermer à clé. Parfois, les communautés mettent des panneaux solaires dans les écoles. Et donc, dans ces 222 écoles, il y a maintenant l'électricité. Donc, ce n'est pas un avantage que pour l'école, mais pour les enseignants.
qui ont chez eux de l'électricité et donc de la lumière. Avant, il n'y avait pas de lumière chez eux. Bon, bah, maintenant, ils l'ont, grâce à Profuturo, qui a amené cette technologie, s'appuyant sur la participation des communautés. Donc, c'est un autre avantage pour les enseignants, pour les écoles. Et les communautés sont très enthousiastes, elles sont très favorables à ce projet qui est un projet de choix. Et donc, nous sommes fiers de travailler avec Profuturo et même d'élargir le projet. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à découvrir ou apprendre à Profuturo. En tout cas, avec Profuturo, le ministère et l'UNESCO, nous avons déjà lancé les choses. L'agence qui gère nos réseaux essaye de faire en sorte que toutes les écoles aient accès à Internet. Parce que nous avons déjà remporté ce succès. Et peut-être qu'à titre de conclusion, je pourrais dire, comme l'a dit Marianne, oui, il y a des problèmes qui sont toujours là. Mais nous avons également une idée de la façon dont on peut les surmonter, ces défis. La question, par exemple, des salles où on peut mettre le matériel en sûreté. Et puis, il y a une stratégie qui a été élaborée avec Profuturo Vision et le ministère. Parce que ce que nous voudrions, c'est qu'une fois que Profuturo partira, nous voudrions que les choses continuent comme cela à l'école. Nous voudrions que, à terme, chaque enfant puisse avoir un appareil en classe. Donc, tout ce que je dirais, c'est merci à vous. Maria, merci de cette intervention formidable qui nous a beaucoup appris. Alors, Jacob n'arrive pas à résoudre ses problèmes de connexion, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il peut revenir, se reconnecter. Maria, est-ce que vous pourriez voir avec lui, l'appeler? Je ne sais pas. Voir s'il peut se reconnecter. Pour nous dire comment on voit les choses au ministère de l'Éducation. Peut-être qu'il pourrait utiliser son téléphone. Je vais voir avec lui. On va attendre un peu. Parce que je pense que ce serait intéressant d'avoir le point de vue du ministère. Comme ça, on aurait entendu les trois parties prenantes, disons, les trois partenaires. Laetitia, we're here in Kigali. We have someone who would like to intervene, if that's okay? Laetitia, il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole, c'est possible? Oui, bien sûr. Merci, Madame modératrice. Est-ce que je peux poser ma question en français?
Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Madame la modératrice, je suis Issoufou Diko, directeur national adjoint de l'enseignement normal au Mali. Nous nous occupons de la formation initiale et continue des enseignants du préscolaire, du primaire et du second degré du fondamental. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit par les intervenants, Marianne et Maria. Moi, je voudrais savoir les critères de sélection des écoles bénéficiaires du dispositif qui a été mis en place par Profuturo. On a parlé des écoles rurales éloignées, mais quels autres critères sont choisis, sont mis en avant pour choisir les écoles bénéficiaires du projet? Et la seconde question s'adresse à Maria. Elle travaille pour World Vision. J'aimerais lui demander comment est-ce que ce dispositif peut être partagé par World Vision afin que World Vision dans les autres pays puisse le mettre en application dans des contextes différents. Je pense notamment au cas du Mali où World Vision est présent et je me dis que ce qui est en train d'être fait ici au Zimbabwe et au Rwanda pourrait être fait au Mali avec World Vision. Je vous remercie et je vous retourne la parole. Thank you for the question. Merci de votre question, monsieur. Thank you. I don't know if you hear me. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez bien, monsieur? You can answer this. Et je ne sais pas si Maria peut répondre à la question. About the selections of the schools. D'abord, sur les critères de sélection des écoles, qui était la première question, et ensuite sur la possibilité de partager ce projet Mali, avec le Mali. as World Vision is working. Comment vous fonctionnez? Comment fonctionne? Puisque votre One Vision est également présent au Mali. Je n'ai pas entendu la seconde question, mais par contre, j'ai entendu la question sur les critères de sélection. Pour l'autre question, je ne l'ai pas entendue. I think the other one. Je crois que... Yeah. Can you hear me, Maria? Oui, est-ce que Maria, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Félicia. Alors, l'autre question, elle concernait... He works in Mali. Ce monsieur travaille au Mali et il veut savoir si le projet pourrait être mis en œuvre au Mali, puisque One Vision est également présent au Mali. He was asking. Et il posait la question. Give him an answer also from Profuturo. J'imagine que, en tout cas, Profuturo, de notre côté, on pourrait lui répondre. Donc, si vous préférez que ce soit moi qui réponde, aucun problème. Ah, d'accord. Alors, je vais commencer par la première question. La sélection des écoles. Pour les 20 premières écoles, le critère de sélection, il a fait l'objet d'un accord avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. On a pris en compte la vulnérabilité des écoles en termes de ressources. De quelles ressources disposaient les écoles? Certaines écoles ont davantage de ressources que les autres. Certaines ont des ordinateurs, ont du matériel d'enseignement, des enseignants plus qualifiés. Donc, on a tenu compte de tout cela. Et puis, on a tenu compte des examens, des résultats aux examens, bons ou faibles. Dans certaines écoles, les résultats, ils étaient de zéro. Aucun élève ne réussissait. Alors, on s'est dit comment on pourrait faire réussir les élèves en leur fournissant du matériel. Cet outil qui est Profuturo, c'est une ressource ouverte, une ressource qui peut être téléchargée. Donc, on a pris en compte tous ces éléments.
Et puis, on a tenu compte également des communautés, puisqu'il y a une contribution des communautés. Il fallait voir si elles avaient envie. Est-ce qu'elles allaient, par exemple, rapidement réagir pour fournir l'électricité dont on avait besoin pour charger les appareils, ou bien est-ce qu'elles étaient prêtes à fournir des salles où on pourrait assurer la sécurité du matériel? La connexion est arrêtée. Il n'y a plus de connexion. On n'entend plus l'oratrice. Le son de l'oratrice est coupé, la connexion est coupée. On a un problème de connexion avec Maria. Je ne sais pas ce qui s'est passé, dit Maria. Je dirais que, en tout cas, voilà ce qu'ont été les critères de sélection. Est-ce que vous m'entendez? Voilà donc pour les critères de sélection. Ensuite, lorsqu'on a élargi à un plus grand nombre d'écoles, on s'est dit que l'on avait couvrir toutes les écoles primaires d'un même district. Donc, un district serait couvert à 100%. Et donc, on s'est dit que les écoles étaient pratiquement toutes au même niveau et qu'on allait leur donner un outil qu'elles pourraient utiliser toutes. Dans les districts, il y a des examens au niveau du district. Et on s'est dit que tous les apprenants pouvaient passer leurs examens sur tablette et que ce serait facile de les noter, de les évaluer à ce moment-là. Alors, savoir si le projet serait applicable au Mali. Il est applicable n'importe où, à vrai dire. Par exemple, au Zimbabwe, dans des écoles très, très éloignées. Où on est à 200 km de la grande route. À Lupane, par exemple, il y a des écoles auxquelles on ne peut pas accéder pendant la saison des pluies. Pendant 3 mois, on ne peut pas aller à l'école. Mais Profuturo, néanmoins, a fonctionné, fonctionne. Parce que ils se connectent même une fois par mois. Ils peuvent communiquer, on sait ce qui se passe. Et donc, on peut obtenir l'information de Profuturo ou même du ministère. Voilà, j'en ai fini. Merci. Maria, merci. Je crois que Jacob, il est là maintenant, qu'on l'a retrouvé. Ah, c'est Jacob, pas Jacob, comme je disais. Dit l'intervenante. Je vous prie d'excuser ma prononciation. Donc, Jacob, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Génial, bienvenue, merci. Vous pourriez peut-être nous faire part de votre expérience et de ce que vous pensez d'un programme comme celui-ci. Quels problèmes il y a, quel succès également, enfin tout ce que vous pourriez nous dire qui relève de votre expérience. Merci. Bonjour mes chers collègues. Ici au Zimbabwe, nous sommes très reconnaissants à Profuturo. Quand ils nous ont contactés, le principal problème que nous avions, c'était entrer en contact avec les apprenants. Donc, le problème, c'était un problème de réseau, de connexion. 80% de nos écoles sont en milieu rural. Donc, c'est très difficile, pardon. D'utiliser les services Internet actuels parce que il y a
beaucoup de demandes. Alors, nous avons vu avec Profuturo qui nous a autorisé à utiliser leur solution hors ligne, ce qui permet de créer des réseaux localisés. Donc, nous avons constitué des petits centres au Zimbabwe, des écoles en fait, qui fonctionnent avec 10 autres écoles autour d'elles. Et ces écoles centrales, disons, il fallait qu'elles fournissent des ordinateurs, 5 au moins, sur lesquels on pouvait installer la solution hors ligne et donc sur laquelle on pourrait télécharger le matériel d'enseignement. Donc ces plateformes, on va dire, on les a mises en place. Dans certaines écoles, les choses ont bien fonctionné. On a trouvé les 5 ordinateurs. Dans d'autres écoles, ce n'était pas le cas. On les a encouragés à acheter des ordinateurs. Voilà comment nous avons travaillé. Tous les enseignants ont été formés. Les enseignants de ce qu'on appelle la plateforme, enfin de notre petit centre, quoi, ont été formés. Nous leur avons expliqué comment fonctionnait Profuturo. Profuturo est d'ailleurs s'aligne sur nos curricula. Et maintenant, nos apprenants amènent leur propre appareil. Ça peut être un smartphone, ça peut être une tablette. Et s'il y a un ordinateur dans l'école qui est au centre du cluster, dans l'école centrale, ils le font, mais on a un problème. Donc, un problème, c'est que les apprenants n'ont pas toujours accès aux équipements nécessaires. Donc, on leur dit d'apporter leur propre tablette ou téléphone, mais en général, les écoles n'ont pas beaucoup d'équipements. Donc, les apprenants apportent des outils numériques différents. Donc, il y a un problème d'uniformisation. Est-ce qu'il faut avoir un type d'outil donné pour tous les apprenants? Parce que ça fait que c'est plus simple. Comme ça, s'il y a des contenus à télécharger, par exemple, pour le système offline pour utiliser chez eux, ils pourront avoir accès plus facilement à ces contenus s'ils ont tous le même outil. Merci. Merci, Jacob, pour ces informations très pertinentes. Et merci d'avoir partagé un petit peu les défis et les réussites de ce projet que vous avez mis en œuvre. Donc, j'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour que on puisse poser des questions. S'il y a des questions de l'auditoire ou dans le chat. Si vous avez envie de poser une question, vous pouvez lever la main. Et je vous rappelle également qu'il faut parler lentement, s'il vous plaît, pour les interprètes. Hello, good afternoon. Thank you so much. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces interventions. Je m'appelle Ruth et je travaille au Rwanda. Ma question est la suivante. Concernant Profuturo, je ne sais pas si je prononce ce mot correctement.
Donc, l'utilisation des outils numériques par les enfants. Est-ce qu'il y a un problème de maltraitance sur les plateformes numériques, puisque ce sont des enfants qui utilisent ces plateformes? Est-ce que cela pose des risques pour les enfants? Est-ce que les enfants sont protégés quand ils accèdent au contenu en ligne? Est-ce qu'ils risquent d'être exposés à des plateformes qui ne sont pas pertinentes pour eux? Voilà ma question. Merci. I don't know, maybe Jacob. Alors, Jacob pourrait peut-être répondre à cette question. Oui, tout à fait. Avec plaisir, je vais répondre. Donc, la première chose à noter, c'est que pour le ministère, il est très important de protéger nos apprenants. Et nous avons une politique sur l'informatique dans l'éducation. Et cette politique guide la mise en œuvre et l'utilisation d'éthique au sein de notre système éducatif. Grâce à cette politique, les écoles ont également élaboré des politiques locales pour leur école, qui est basée en partie sur notre politique. Et ces politiques essaient de mettre en place une politique notamment pour la sécurité des enfants en ligne. Ensuite, l'autre chose à mentionner, c'est l'importance de la formation. La formation continue des enseignants est très importante, mais la formation des apprenants est également un facteur important. Il faut que les enfants comprennent l'importance de la technologie pour l'éducation, mais il faut également qu'ils comprennent les risques, notamment en ce qui concerne le harcèlement en ligne. Donc, une partie de nos objectifs éducatifs est qu'il faut rappeler aux professeurs et aux apprenants les risques de l'utilisation des technologies. Ensuite, nous utilisons les routeurs pour mettre en place ce qu'on appelle une navigation blanche. Donc, on guide les internautes envers des sites pertinents qui sont utiles pour le travail qui va être fait dans les cours. Donc, nous utilisons une approche qui s'appelle l'apprentissage mixte. Si un professeur veut organiser un cours qui utilise l'éthique, le professeur doit planifier son cours en avance avec les ressources pertinentes. Puisque c'est une plateforme offline, la plupart des ressources pour les professeurs et pour les apprenants sont déjà téléchargées sur la plateforme par le professeur. Donc, il y a une section ressources. Si jamais les apprenants ont besoin de faire des recherches en ligne, en général, le professeur peut lui-même poster des liens pour les apprenants et ainsi les apprenants ont accès à des sites web spécifiques. Si les apprenants ont accès directement à Internet, de toute façon, nous essayons toujours de mettre en place des contrôles de sécurité au niveau des routeurs et au niveau voilà, du réseau. Merci. Alors, j'ai peut-être quelques réflexions à faire aussi à ce sujet. Juste pour ajouter à ce qu'a déjà dit Jacob. Donc, la plateforme ProFuturo, quand un professeur met en place un cours grâce à notre plateforme, et je pense que Jacob l'a déjà mentionné, à ce stade, le professeur a la possibilité de prendre des ressources d'ailleurs et puis de les insérer dans le cours. Donc, les apprenants peuvent ensuite avoir accès directement à ces ressources. Donc, en général, c'est l'enseignant qui va choisir, sélectionner des ressources pertinentes
et qui sont notamment pertinentes pour l'âge des enfants. Et cela aide à protéger les enfants des contenus inappropriés. Parce que certes, il y a des risques quand on parle des technologies et d'Internet. Merci. Oui, bonjour. J'ai une question. Bonjour à tout le monde. Bonjour Laetitia. Donc, j'ai déjà discuté de ces questions avec Laetitia et avec d'autres collègues. Donc, nous avons parlé un petit peu du programme scolaire et nous avons parlé de la nécessité de faire correspondre le programme scolaire et le programme scolaire national. Donc, cette plateforme peut être utile dans le contexte de la pandémie, mais il faut toujours garder à l'esprit le programme scolaire. Donc, en l'île Maurice, nous essayons de mettre en place l'utilisation d'outils au niveau primaire et secondaire, mais comme un supplément. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que nous pouvons combiner le programme scolaire ProFuturo et le programme scolaire national? Voilà, merci. Merci beaucoup. Et rebonjour. Je pense que peut-être Maria pourrait vous répondre pour expliquer comment nous pouvant combiner les ressources de ProFuturo et le programme scolaire national. Jacob aussi a peut-être des éléments à apporter à ce sujet. Comment ProFuturo notamment peut supplémenter le programme scolaire national? Maria, est-ce que vous voulez commencer? Alors, je vais permettre à Jacob de commencer, s'il veut bien. Oui, avec plaisir, merci. Alors, la solution ProFuturo. ProFuturo a une section qui s'appelle We Do. Nous pouvons, en quelque sorte, et qui permet aux professeurs de créer du contenu. Il y a des modèles de documents, par exemple, comme on a dans le cas d'un PowerPoint, on peut mettre du texte, on peut insérer des images, des vidéos. Et puis, on peut également intégrer des questions d'évaluation pour les apprenants. Donc, cette plateforme permet à nous, les professeurs, de créer notre propre programme qui correspond au programme national. Donc, c'est une plateforme très souple. Les professeurs peuvent choisir les activités qui sont pertinentes pour les cours qu'ils veulent donner. Donc, énormément de souplesse est intégrée dans ProFuturo. Et dans notre pays, c'est quelque chose que nous avons vraiment apprécié. Au Zimbabwe, nous considérons que les enfants devraient apprendre dans leur langue maternelle. Donc, c'était très utile pour nous parce que nous avons pu adapter le contenu. Nous avons plus de 16 langues nationales au Zimbabwe et cette fonctionnalité de la plateforme permet aux professeurs d'adapter le contenu aux langues des apprenants. Voilà, merci. Oui, Jacob a dit tout ce qu'il fallait dire. J'aimerais juste donner un exemple. Disons qu'il y a un cours sur le temps, donc sur la pluie, sur le soleil. Je vais prendre l'exemple de comment la pluie se forme dans le ciel. Donc, nous avons des ressources sur la plateforme et il est possible de choisir parmi ces ressources des images, par exemple.
ou des voix, des enregistrements, l'enseignant peut choisir les éléments qui sont utiles et pertinents. Et ça permet aux enfants de voir vraiment la vapeur, comment les nuages sont formés, et ils voient en fait chaque étape du processus d'une façon visuelle. Donc, de mon point de vue, c'est vraiment un outil complémentaire. Il faut juste que l'enseignant sache exploiter ces ressources. On peut ensuite combiner des ressources du programme scolaire avec des ressources de ProFuturo. Oui, une autre chose que j'aimerais ajouter, dans la plateforme ProFuturo, on favorise la collaboration entre les professeurs. Les professeurs peuvent créer des cours et une fois qu'ils ont créé un cours dans une des plateformes ProFuturo, les professeurs peuvent ensuite proposer ce même cours à d'autres écoles qui veulent donner un cours similaire. Donc, nous favorisons vraiment la collaboration entre les enseignants. C'est très important. Merci. Oui, bonjour. J'ai quelque chose à ajouter. Une des premières activités que nous entreprenons dans chaque pays, c'est que nous étudions le programme scolaire et nous comparons ce programme scolaire avec notre programme. Et s'il y a des lacunes, nous essayons de les identifier puis de trouver des partenaires pour fournir des contenus pour combler les lacunes. Donc, comme a dit Jacob, notre plateforme est très souple. Elle permet aux professeurs de télécharger du contenu d'Internet, du contenu d'autres partenaires, par exemple. Donc, les possibilités sont vraiment nombreuses. Voilà, merci. Merci Marianne, merci Jacob, merci Maria pour toutes ces informations très riches. Merci. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Peut-être une dernière question. Oui, allez-y. Oui, bonjour, c'est de nouveau moi, Ruth. Ma question concerne l'efficacité de cet outil et des matériaux auxquels les apprenants ont accès. Notamment, est-ce que ces matériaux sont inclusifs? Donc, est-ce que, par exemple, les enfants handicapés peuvent utiliser ces outils? Les enfants, par exemple, qui ont des problèmes d'audition ou des problèmes de vision. Donc, il y a plusieurs types d'enfants handicapés, plusieurs catégories. Jusqu'à quel point est-ce que ces enfants peuvent utiliser ces matériaux et avoir accès à ces matériaux? En plus, les parents peuvent-ils avoir accès au contenu et aider les enfants? Je pense surtout aux enfants jeunes. Jacob a dit qu'il veut que cette plateforme soit très facile à utiliser, par exemple, notamment via des langues locales. Voilà, merci. Alors, peut-être que Maria et Jacob pourraient fournir des éléments de réponse. Est-ce que vous pourriez partager votre expérience? Donc, pour ce qui est de la première question concernant les enfants handicapés, est-ce que vous avez déjà eu une expérience en travaillant avec ce type d'enfants qui utilisent ProFuturo? Maria, peut-être, ou Jacob? Voilà, allez-y. Oui, merci beaucoup pour cette question très importante. Effectivement, au sein de nos systèmes éducatifs, nous avons
bien sûr des apprenants qui ont des difficultés, par exemple des troubles d'audition, des troubles de vision. Et cette plateforme est excellente parce qu'on peut intégrer du contenu audio. Et ce contenu est excellent pour les enfants qui voient mal. Nous pouvons également télécharger des matériaux visuels, ce qui est très utile pour les enfants qui ont des problèmes d'audition. Donc effectivement, ce système est un système multimédia. Et donc, nous pouvons l'adapter aux apprenants différents et aux apprenants qui ont des besoins spéciaux. Cette plateforme utilise un type de fichier spécial qui permet d'intégrer des ressources différentes. Ce format s'appelle SCOM. SCOM, ça veut dire Shareable Content Object Reference Model, donc des informations qui peuvent être partagées. Donc, ces informations dans Futuro peuvent être transférées sur d'autres plateformes numériques très facilement. C'est-à-dire, les ressources sur ProFuturo peuvent être mostées, par exemple, sur Moodle, parce que Moodle utilise le même format. Donc, ce format est excellent parce que nous pouvons suivre ce que font les apprenants. Par exemple, disons qu'un professeur donne aux apprenants 5 activités. Disons sur la pluie, puisque Maria a parlé de la pluie. Peut-être qu'il y a une section introductive, peut-être qu'il y a des vidéos sur les types de pluie différentes. Et puis à la fin, il y a une évaluation. La plateforme peut nous dire, par exemple, que l'apprenant a commencé le travail à cette heure-ci, et puis que l'enseignant est passé par quelles étapes. Ou par exemple, un enfant n'a pas lu l'introduction et l'élève est passé directement à l'évaluation. Et nous pouvons faire en sorte que l'élève ne peut pas sauter certaines étapes. Donc, nous pouvons obliger les enfants à suivre une certaine démarche. Donc, cette plateforme est très souple parce que le professeur peut mettre en place un ordre des activités, le même ordre que le professeur obligerait les élèves à suivre dans la salle de classe. En plus, comme j'ai dit, nous pouvons partager ces matériaux, y compris avec les parents. Et ainsi, s'il y a des enfants qui ont des difficultés dans un certain domaine, dans une certaine matière, nous pouvons alerter les parents pour qu'ils puissent se concentrer chez eux avec les enfants sur ces aspects-là. Voilà, merci. Maria, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Maria. Okay. Non, je crois que Jacob a tout dit. Merci. Je crois qu'il ne nous reste pas énormément de temps et que l'heure est peut-être venue de tirer des conclusions. Nous avons appris beaucoup aujourd'hui et j'aimerais vous remercier nos collègues, remercier nos intervenants. On a vu quelles étaient les difficultés, mais quels étaient les succès également. On a vu que la communauté jouait un rôle important. On a entendu le point de vue des 3 parties prenantes, disons, des 3 organisations qui travaillent ensemble. On a vu comment il fallait s'adapter aux communautés locales et comment on pouvait le faire, parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais également pas mal d'opportunités. Donc, je crois que ces partenariats publics-privés sont très importants, que c'est vraiment bien de pouvoir travailler ensemble et puis après d'élargir le projet
pour couvrir de plus en plus d'apprenants. Donc, merci à tous. Merci de cette occasion qui nous a été donnée. Nous allons nous arrêter là. Dans le chat, vous allez trouver toutes les informations dans la boîte de dialogue, pardon. Vous trouverez toutes les informations sur Profuturo. N'hésitez pas à nous contacter. Et merci à tous.